Многогодишните археологически проучвания по Западното Черноморие свидетелстват, че тук е кипяла интензивна търговия през античността. Интерес към региона проявяват отдавна и френски археолози. Натрупаната от тях информация за природата на керамичните съдове от античността е впечатляваща с обема и съдържанието си. В лабораторията за изследване и анализ на керамични съдове, която е част от Френския национален научен център, ще бъде извършен химически анализ на глината, от която са изработени антични амфори, открити при бреговете на Полония Понтийска и Караборум. Évidemment, les amphores se sont conservées. Elles constituent donc pour nous un marqueur privilégié pour l'étude de l'économie antique. On retrouve les amphores dans différents types de contextes, que ce soit près des lieux de transport, à savoir dans le fond des ports antiques, ou dans les épaves qui ont servi à leur transport, dans les lieux de consommation, c'est-à-dire dans les contextes domestiques, dans les maisons, où on a pu consommer leur contenu, et parfois dans des contextes plus rituels comme les sanctuaires ou les nécropoles, où les amphores ont été déposés comme offrande pour leur contenu. Parmi les céramiques gréco-romaines, les amphores de transport présentent un intérêt particulier pour ce qui concerne les déterminations d'origine. En tant qu'emballage de transport pour les denrées alimentaires comme le vin et l'huile, ces récipients ont souvent été transportés sur de très longues distances par voie maritime dans l'Antiquité et posent de nombreux problèmes d'attribution que souvent les données traditionnelles ne permettent pas de résoudre. За историците и археолозите три са най-важните критерии за проучване на антични амфори. Какво е било съдържанието на тези съдове, кога са произведени амфорите и какъв е техният произход. Pour ce qui est de leur contenu, on utilise les différentes informations que nous livrent les sources antiques. Par exemple, les auteurs anciens nous font connaître certaines des productions parmi les plus célèbres. On pense notamment au vin de Tassos ou de Chios. Et dès lors, en retour, on a tendance à attribuer à tous les amphores de Chios ou Tassos une destination vinaire. Mais est-ce véritablement le cas? De ce fait, nous faisons l'impasse de tout autre type de production. On peut penser notamment aux poissons, aux viandes, au miel, aux produits laitiers qui également ont été transportés. Concernant la datation, eh bien celle-ci est déduite des contextes de découverte où les amphores sont souvent accompagnés d'autres types de matériaux beaucoup mieux datés comme les monnaies ou par exemple la céramique fine. Concernant la provenance, en revanche, eh bien, on a parfois recours à certaines fouilles, on a trouvé des amphores dans des ateliers de production, mais malheureusement ce type de contextes sont encore assez mal connus ou peu connus. Dès lors, souvent, on se sert des timbrages qui apparaissent soit sur les cols ou sur les anses, où souvent figure le symbole de la ville, parfois même l'onomastique qui nous donne donc le nom des habitants, par exemple l'Étatien pour la ville de Tassos, et puis le nom du magistrat éponyme qui donne son nom à la ville, et parfois même le nom du fabricant. Et ainsi, on arrive à connaître la provenance des amphores et parfois même à avoir une chronologie relative, puisqu'on arrive sous le nom d'un magistrat éponyme à connaître le nom des différents fabricants qui ont été actifs, ou à l'inverse, pour un fabricant à connaître tous les magistrats éponymes qu'il a pu rencontrer. Et malgré tout, faut-il reconnaître, malgré cette masse d'informations, certaines attributions sont encore arbitraires. Par exemple, pour certaines classes d'amphores, on considère qu'elles viennent d'Héraclée du Pont. Or, nous n'avons pas fouillé encore Héraclée du Pont, et nous ne savons pas vraiment si elles viennent d'Héraclée du Pont. A l'inverse, pour d'autres types d'amphores, eh bien, nous sommes malheureusement sans aucune information, sans aucun éclairage, et nous ne savons pas encore d'où elles proviennent. Множеството въпросителни, които остават пред проучванията, подтикват специалистите да търсят нови начини за изследване и анализ. Френските археолози са сред първите, които започват да анализират химическия състав на глината, от която са изработени амфорите.
Оказва се, че всяко едно месторождение на глина съдържа микроелементи, които в съчетанието си са като отпечатък от човешки пръст и няма начин да се повторят. Le recours aux méthodes de laboratoire par le biais des compositions chimiques présente des tas de pièges tout au long de la démarche. Pour la raison suivante, c'est que un centre producteur d'amphores donc a distribué ces productions à longue distance, beaucoup plus que souvent que les céramiques normales, et que un centre producteur pour une forme d'amphore donnée a souvent été imité. Pendant longtemps, on a cru que l'amphore, c'était l'emblème de la forme d'amphore, était l'emblème de la cité, et que l'amphore n'était pas imité par d'autres fabriques du voisinage. Et malheureusement, c'était le cas, et une même forme d'amphore est apparue sur plusieurs sites de la même région, ou même le danger complet, c'est un centre de production même disposait de plusieurs ateliers différents opérant avec des argiles provenant de niveaux géologiques différents. Donc si bien que quand on travaille pour des recherches d'origine des amphores, souvent on est confronté à des origines potentielles nombreuses pour un même type d'amphore. Et donc on est obligé d'utiliser chaque fois des références pour essayer de déterminer exactement l'origine exacte de ces amphores. Parce que les données physico-chimiques, naturellement, ne fournissent pas directement la clé de la détermination d'origine. Et au contraire, elles nécessitent qu'on ait une idée de toutes les possibilités qu'il faut envisager pour pouvoir cibler l'origine précise d'une catégorie d'amphores donnée. В специализираната лаборатория за изследване и анализ на керамика, която е част от Френския национален научен център, наблюдаваме взимане на проби от фрагмент от антична амфора, открита при Аполония Понтийска и Караборум. Nous avons un fragment d'amphore découvert à Apollonia du Pont et il va vous falloir analyser. Pour ce faire, je vais faire un prélèvement de cet amphore. Nous avons pour principe de toujours faire un prélèvement quand il y a un morceau un peu plus complet comme ceci qui ne correspond pas aux parties qui recollent, donc de façon à ne pas abîmer l'objet archéologique. Et par principe aussi toujours dans le sens perpendiculaire au sens du tournage. Il nous faut ensuite nettoyer le fragment de toute trace d'enfouissement et de tout revêtement possible, puisqu'on cherche à analyser uniquement la pâte céramique, donc je vais décaper toutes les surfaces de mon prélèvement. Une fois que l'échantillon sera bien sec, on va donc le placer dans un four et le faire griller à 950 degrés afin d'éliminer toute trace d'eau résiduelle, de carbone et de matière organique qui pourrait rester dans la pâte céramique. Donc on les place donc dans des creusets en quartz pour résister à la température de 950 degrés. Et donc là voilà un échantillon qui a déjà été grillé et que je vais récupérer pour la suite du processus de préparation des échantillons pour l'analyse.
Donc là, ensuite, chaque échantillon analysé au laboratoire et on lui donne un numéro d'analyse qui va le suivre tout au long du processus. La suite du processus, il nous faut réduire notre échantillon en poudre et pour ce faire, nous utilisons un broyeur à galets qui est en carbure de tungstène, donc un matériau inerte par rapport aux éléments que l'on cherche à mesurer. Et donc, le broyage se fait en 30 secondes. Voilà la poudre céramique dans le creuset. Il nous faut la récupérer. On utilise du papier filtre, également inerte par rapport aux analyses que l'on fait par la suite. L'étape suivante sera la pesée, parce que pour transformer notre échantillon sous forme de poudre en pastille de verre, il nous faut adjoindre à la poudre céramique un fondant chimique, qui est ce produit, qui est un mélange de tétraborate et de métaborate de lithium, qu'il nous faut ajouter donc à la poudre céramique. Alain va peser 800 mg de notre poudre céramique et 3,2 g de ce fondant chimique. C'est un moment très minutieux parce que la pesée doit être la plus précise possible pour avoir exactement 4 grammes dans notre creuset. Une fois la pesée terminée, Alain va ensuite passer à la phase de transformation en pastille de verre avec la machine de fusion. Maintenant, j'ai récupéré notre échantillon donc, sous forme de pastille de verre. L'avantage de cette méthode de préparation pour l'analyse par fluorescence X, c'est d'avoir une surface la plus lisse possible et un échantillon très homogène, qui sera donc caractéristique de la composition chimique de notre céramique. On va donc l'insérer dans le spectromètre. On utilise des porte-échantillons. On repère les positions dans lesquelles on a placé nos échantillons. On ferme le capot parce que l'analyse ne pourra se faire, sinon le spectromètre se mettra en mode alarme. Et on pilote tout depuis notre ordinateur où on a un programme dédié. Pour obtenir ces résultats, le spectromètre a été calibré de façon spécifique et vraiment dédié aux matériaux céramiques archéologiques. Et pour mettre en relation les intensités de fluorescence X de nos échantillons céramiques avec les concentrations, nous avons établi des courbes de calibration pour chacun des 24 éléments chimiques. Vous avez ici un exemple de la courbe de calibration du calcium, qui met en relation l'intensité émise par l'échantillon en calcium et une concentration. Et pour établir ces courbes, nous avons utilisé une quarantaine d'étalons géostandards internationaux qui nous permettent de mettre ces deux paramètres, intensité et concentration, en relation. Alors, il faut bien comprendre en fait que les analyses ne sont pas absolues. En fait, avec une seule analyse, on n'arrivera pas à répondre forcément aux questions posées par les archéologues, parce que en fait, il faut savoir que les argiles sont des matériaux naturels dans lesquels il existe une très grande variabilité de composition au sein même
des mêmes gisements. Et donc pour avoir une idée un peu plus précise des compositions utilisées par les potiers dans un atelier, il faut avoir un échantillonnage un peu étoffé. Et ensuite, on traite toutes ces données par différents traitements statistiques qui vont nous permettre de comparer les échantillons les uns par rapport aux autres, mais aussi par rapport aux différentes références dont on dispose ou qui ont pu être établies précédemment lors de précédentes analyses. Il faut aussi savoir en fait que les comparaisons ne peuvent se faire. Par exemple, on ne va pas comparer des amphores à des céramiques fines. Il faut déjà étudier la pâte céramique des échantillons, les observer à l'œil nu au microscope de façon à avoir une idée des fabriques que l'on peut avoir sous les yeux et de façon à faire des comparaisons qui soient cohérentes. La comparaison d'une pâte grossière d'une amphore avec une pâte fine d'une céramique très fine n'a aucun sens. Et il faut donc avoir des hypothèses et des références qui soient adaptées. Химическият анализ на глината, от която е направена амфората от Аполония Понтийска, не дава категорични отговори, но и възбужда нови въпроси пред специалистите. Анализът на съдържанието, което най-често е пренасяно като стока с античните амфори, вероятно би хвърлило допълнително светлина върху проучванията. Археологът Александър Баралис от години участва активно в разкопки в региона на Полония. Той е инициатор на идеята за анализ на съдържанието, пренасяно като стока с античните амфори, намерени по западните брегове на Черно море. Тук, в частната лаборатория на Никола Гарние, недалеч от града Клермон-Феран, проби от антични амфори, разкрити край бреговете на античните градове Аполония, Томис и Оргаме, за пръв път ще бъдат подложени на такъв химически анализ. Резултатите ще определят какво е било съдържанието на амфорите. Souvent déduit de la lecture des sources antiques, grecques et latines. En effet, contrairement aux conteneurs modernes, notamment à nos bouteilles, il n'y avait pas forcément de forme spécifique pour le transport du vin ou de l'huile d'olive, sans compter tous les autres types de marchandises qui pouvaient être échangées par voie d'amphore. La forme d'une amphore est souvent déterminée par les contraintes techniques dues à leur transport, notamment la présence d'un pied pour que l'amphore se cale au sein des cargaisons qui prenaient place dans des bateaux. Dès lors, pour essayer de comprendre et de déduire le contenu réel des amphores, nous avons recours à des analyses chimiques. Pour cela, nous sommes aujourd'hui au sein du laboratoire Nicolas Garnier, près de Clermont-Ferrand, au centre de la France. Donc on s'intéresse au contenu des vases archéologiques, surtout les vases en céramique, parce que ces vases ont contenu des matériaux organiques qui ont pu imprégner les parois. Donc par exemple tout liquide, de l'eau, du vin ou de l'huile, des sauces de poisson ont les molécules qui vont pénétrer dans les parois et laisser des traces qui sont invisibles. Donc il n'y a aucun moyen à l'œil nu de déterminer le contenu. Cependant on peut faire des prélèvements, extraire ces molécules et les analyser en spectrométrie de masse. Donc ça, c'est vraiment la spécialité du laboratoire. Donc on a sélectionné les échantillons que l'on veut analyser et là on va faire le prélèvement sur la paroi interne, donc la paroi qui était en contact direct avec le contenu. Donc pour cela on utilise une fraise électrique et on va gratter la paroi. Alors avant le prélèvement, on fait un nettoyage. Donc avec la fraise, on va enlever un peu moins d'1 millimètre d'épaisseur de surface. Donc ça permet d'éliminer tout le sédiment et les pollutions qui sont absorbées sur la céramique. Après, avec le même outil, donc, on va fraiser un petit peu plus en profondeur sur 1 à 2 millimètres. Et donc c'est cette poudre que l'on recueille directement sur une feuille de papier aluminium. Et pour éviter tout contact avec des plastiques.
Et donc c'est cette poudre que l'on met dans un petit tube en verre, comme ça, pesé, donc taré. Et ensuite on rajoute une quantité connue d'une molécule pure, donc c'est ce qu'on appelle le standard interne. Pour nous c'est du cholestane, c'est une molécule qui n'est pas naturelle, donc obligatoirement elle provient que de la quantité que l'on a introduite à la seringue dans l'échantillon. Et donc cette molécule va nous permettre après de calculer la concentration, de quantifier toutes les molécules que l'on identifiera par analyse. Donc on rajoute cette molécule, on rajoute le solvant organique. Donc le solvant organique, c'est un mélange de dichlorométhane et de méthanol pour extraire tous les lipides. Donc les lipides, c'est les constituants des huiles, des cires, des graisses, des résines, de la poêle, du bitume, voilà en gros. Et donc on utilise un mélange de dichlorométhane et de méthanol. Et ces solvants, donc je les achète dans le commerce, ce sont des solvants de haute pureté, chromatographiques. Mais en fait pour ce qu'on fait, ils ne sont toujours pas assez purs. Donc je les purifie au laboratoire sur une colonne spécifique, dédiée à la distillation, pour avoir des solvants vraiment hyper purs pour la chromatographie en phase gazeuse. Donc on rajoute pour chaque échantillon 3 ml de ce mélange et ensuite, donc ça nous donne ça, la poudre prélevée, le solvant et ensuite donc on met une demi-heure aux ultrasons. Donc les ultrasons vont en fait secouer la poudre de céramique et le solvant. Et les molécules qui ne sont pas trop accrochées à l'argile vont être extraites par le solvant, donc vont passer dans la phase liquide organique. Au bout de 30 minutes, ce mélange va être mis dans la centrifugeuse, donc 15 minutes à 2400 tours minute. Ça permet en fait de bien tasser la poudre céramique et d'avoir une phase de solvant assez claire. Donc une fois qu'on a fait ça, on prélève le solvant, donc toujours avec du matériel en verre, donc là une petite pipette en verre, et ce solvant va le filtrer sur une pipette de gel de silice, donc pour avoir vraiment un extrait ultra pur avec aucune particule en suspension, parce que ces particules en fait elles pourraient abîmer le matériel analytique, notamment le chromatographe en phase gazeuse, la colonne. Et donc une fois que tout cet extrait a été filtré, on le récupère dans un petit tube qu'on évapore sous azote et donc on obtient un résidu sec et c'est ce résidu qu'on va redissoudre dans un solvant et qu'on va pouvoir injecter. Donc une fois qu'on a évaporé l'extrait à sec, on le fait réagir et on le redissout dans une petite quantité de solvant. Donc après on en prélève une toute petite quantité, donc avec une micro-seringue, on en prélève 1 microlitre et c'est ce microlitre qu'on va aller injecter dans le GCMS, donc chromatographe en phase gazeuse couplé au spectromètre de masse. L'échantillon est injecté directement dans le chromatographe. Donc l'injecteur est maintenu à 280 degrés, ça passe en phase gazeuse, étant donné que la colonne est parcourue par un fluide hélium qui est sous pression, donc qui pousse en continu. Au fur et à mesure où l'échantillon va passer dans le four, dans le chromatographe, au fur et à mesure où l'échantillon va passer de 50 à 350 degrés, les molécules elles vont être volatilisées. Et quand elles sont volatilisées, elles passent en phase gazeuse, et dans la colonne, comme l'hélium pousse, l'hélium va leur faire parcourir toute la colonne. Donc au fur et à mesure de la montée en température, les molécules sont séparées. Après, pour savoir ce que c'est, chacune des molécules, la colonne de chromatographie arrive dans le spectromètre de masse, chaque molécule qui sort est ionisée, et ensuite sa masse est mesurée par le spectromètre. Et le spectromètre nous donne le spectre de masse pour chacune des molécules. Donc le spectromètre il enregistre 8 scans par seconde. Et en fait, à partir de ces spectres de masse, ce sont des sortes de cartes d'identité pour chacune des molécules. Chaque molécule a un spectre
et ainsi, par les spectres de masse, on peut identifier chacune des molécules qui ont été séparées par chromatographie. Donc ça, c'est le travail d'analyse. Après, le travail d'interprétation. Donc il y a une première phase d'interprétation chimique où on reprend les données, les 45 minutes d'analyse, et on essaie d'identifier chacun des pics chromatographiques par le spectre de masse. Donc soit on le connaît par habitude, soit on le compare à des bibliothèques de référence, soit, ce qui arrive souvent, le spectre n'existe pas, et là, il faut s'amuser à calculer les molécules, les casser, et ça, c'est assez fastidieux. Donc, pour les molécules les plus courantes, les plus simples, on arrive facilement à les identifier. Donc, à partir de ce travail sur le chromatogramme, on met un nom de molécule sur chacun des pics. Donc ça, c'est le travail d'interprétation chimique. Après, c'est l'interprétation des matériaux. Donc à partir de certaines associations de molécules, on peut remonter aux matériaux. Donc par exemple, en regardant le profil des acides gras, on a vu tout à l'heure par exemple le profil d'un produit laitier avec des acides gras 18, 16, 14, et puis je suis allé chercher des acides gras à faible concentration, plus courts, à 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5 atomes de carbone. Donc ça, c'était un profil caractéristique de produits laitiers. Après, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de travailler sur les stérols. Donc les stérols, en fait, c'est des composés assez difficiles à étudier parce qu'ils sont présents en très petite concentration dans les huiles et les graisses. En gros, il y a 99% de triglycérides, ce sont des acides gras, et 1% de stérols. Donc il faut vraiment aller les chercher. Et donc par le traitement du signal, on arrive facilement à voir le profil des stérols animaux et des végétaux, et suivant les différentes proportions, on sait si on avait dans la céramique un corps gras d'origine animale, un corps gras d'origine végétale, ou la plupart du temps le mélange ou la superposition des deux. Donc voilà, et troisième chose, on peut toujours chercher des molécules connues. Par exemple, si on recherche du vin, le vin, par définition, c'est le vin de raisin, c'est un jus de raisin fermenté. Donc, pour identifier du vin, il faut identifier les marqueurs du raisin, il faut identifier les marqueurs de la fermentation alcoolique. Donc, les marqueurs du vin, on recherche l'acide tartrique, l'acide malique, comme je l'ai montré tout à l'heure. Une fois qu'on a identifié les deux molécules, on les quantifie, et suivant le rapport, si l'acide tartrique est plus concentré, on a affaire à du raisin. Dans notre cas, il y avait un rapport peut-être 4 ou 5 pour 1. Donc là, on était vraiment dans le cas du raisin. Et ensuite, on cherche d'autres marqueurs. Alors, on a cherché l'acide syringique, qui provient de la malvidine, qui est un polyphénol qui est responsable de la couleur violet-noir des baies noires, dont le raisin noir. Donc si on a cette molécule, on sait qu'on avait une baie noire, et en association avec les marqueurs du raisin, raisin plus couleur noire égale raisin noir. Et après, on est allé voir au début du chromatogramme les tout petits pics de la fermentation, donc les acides maloniques, maléiques, succiniques, fumariques. Ils étaient là tous ensemble. Bon, il faut rechercher les traces parce que c'est des toutes petites quantités. Et là, on a donc mis en évidence les 4-5 acides de la fermentation alcoolique. Donc raisin noir plus fermentation, on avait donc du vin rouge. Анализът на пробите от керамични парчета в лабораторията на Никола Гарние показва категорично, че с амфорите, открити край Аполония, Томис и Караборун, е пренасено преди всичко бяло грозде. Това е първият случай, в който съдържанието на антични амфори, открити по Западното Черноморие, се подлага на химически анализ от такъв вид. Установяването на природата на хранителните продукти, пренасени по море с амфорна тара, ще ни помогне да разберем по-добре търговските процеси, които са протичали през античността в Черно море. Благодарение на проекта DJ Амфора, пред науката се откриват вече нови възможности за допълнително извличане на информация от хилядите парчета амфорна тара, която е част от богатото антично наследство на Западното Черноморие. Тази информация ще намери своето място в специално разработената по този проект
електронна база от данни, която ще бъде достъпна за всеки, изкушен от науката. Началото е вече поставено.